Il est 12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Évaluation des politiques publiques, les débutants instruits sur la gestion axée sur les résultats de développement, formation initiée par le réseau des parlementaires africains et ONU Femmes. Le rôle de la radio dans la lutte contre l'immigration clandestine, les radios du Haut-Sassandra proposent des pistes pour enrayer ce phénomène. Et puis au Togo, l'opposition brandit la carte de méfiance, elle demande des mesures d'apaisement avant toute discussion avec le pouvoir. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, monsieur, bonjour. Les députés ivoiriens ont été sensibilisés à l'évaluation de la pratique de la gestion axée sur les résultats de développement. C'était au cours d'un atelier de formation initié par le réseau des parlementaires africains pour l'évolution du développement avec l'appui de ONU Femmes. L'objectif est d'amener les parlementaires à évaluer les politiques publiques comme outil de promotion du développement durable. Madeleine Okabalima, la responsable des programmes à ONU Femmes Côte d'Ivoire. L'ONU Femmes considère donc que le Parlement est un acteur clé avec lequel il faut agir, que nous avons le mandat d'accompagner. Nous, notre mandat, c'est des politiques publiques plus sensibles aux gens. Avec le Parlement ivoirien et de par le monde, l'ONU Femmes a très souvent le partage d'expériences. Donc ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Et l'intérêt du partage d'expériences, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud, c'est d'amener les parlementaires à aller voir ce qui se fait dans des environnements qui sont proches. La Côte d'Ivoire entend progressivement aller vers une budgétisation sensible aux gens. Nous avons déjà en Côte d'Ivoire adopté les budgets programmes, donc c'est une première étape. Et c'est un travail que nous avons fait avec l'Assemblée nationale. D'autres actions que nous avons menées, c'est le soutien au caucus des femmes parlementaires. Madeleine Okabalima, la responsable des programmes à ONU Femmes Côte d'Ivoire. La représentation de la femme dans la radio, Radio Côte d'Ivoire lance le débat à la faveur de la journée mondiale de la radio célébrée récemment à Yamoussoukro. Plusieurs stratégies ont été élaborées lors de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire pour changer la donne en vue de permettre à la femme de prendre sa place au sein des médias et principalement à la radio. Pour le directeur de Radio Côte d'Ivoire, les femmes doivent être formées et travailler pour prouver leurs compétences. Salis lui Konaté. C'est un métier qui a ses règles qu'il faut appliquer lorsqu'on est en situation de travail. Donc il faut la formation à la base. Pour cela, il faut que les femmes, les filles, les jeunes filles s'intéressent beaucoup plus au journalisme, à l'animation des programmes, à tous les métiers de la radio, la technique, le journalisme, je l'ai dit, l'animation également. Mais il faut que beaucoup plus de jeunes filles s'intéressent aux études de journalisme et de production pour qu'en aval, on puisse avoir un certain nombre de femmes qui embrassent ce métier. Sinon, ça va être difficile. Celles qui y arriveront le seront par le biais de la formation sur le tas. Fréquence 2 a aussi cette même vision. Cette chaîne a des programmes destinés aux femmes, mais le plus important, c'est d'avoir des femmes modèles à ces émissions. C'est ce que nous dit Mariam Koulibaly, le directeur de Fréquence 2. Alors nous déjà sur Fréquence 2, ce qu'on fait, c'est que c'est vrai qu'on a un magazine dédié à la femme, mais on n'a pas de magazine dédié aux hommes. Après, ça ne veut pas dire que les autres programmes, les femmes en sont exclues. Un programme comme un truc de ouf où on reçoit des jeunes dont les expériences font cas d'école, partage d'expériences, on reçoit autant d'hommes qu'on reçoit de femmes. Pourvu qu'on ait effectivement des expériences de jeunes femmes qui puissent inspirer d'autres. Un programme de confidence, par exemple, vous vous rendrez compte que les hommes sont plus prompts à poser leurs problèmes quand les femmes, elles hésitent. Mais prenez un micro simplement pour un micro-trottoir. Dès que vous sortez dans la rue, que vous sortez votre micro, les femmes sont les premières à fuir. Donc après, je sais pas, j'ai beau être responsable de radio, j'ai beau vouloir faire la part belle aux femmes, si elles ne s'expriment pas, j'ai du mal à leur permettre de s'exprimer. Donc après, il faut une volonté des femmes de s'exprimer, mais il faut également avoir des expériences à partager avec les autres. Et des expériences, c'est pas ce qui manque avec les femmes. Les responsables des radios locales du Haut-Sassandra, eux, ont décidé de faire de la lutte contre l'immigration clandestine leur cheval de bataille. Les acteurs de ces radios se sont réunis récemment à Daloa autour de la question en vue de proposer quelques pistes de solutions. Alexis Yorobo-Guillaume, le directeur de la radio locale de Zoukougbe. La force de la radio, c'est les ondes. Il faut multiplier les émissions, il faut multiplier les productions, il faut faire les rediffusions dans le sens de la sensibilisation, il faut présenter les dangers. Notre combat, c'est parce que nous avons un outil de communication qui est une arme et que nous pouvons atteindre la cible. Nous ne pouvons pas descendre dans les rues pour attraper les jeunes, non. Nous devons communiquer.
régulièrement sur les ondes au fait que les populations, les jeunes puissent comprendre les différents dangers qui les guettent en voulant escorter les côtes européennes. La direction générale de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a accueilli l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Gilles Huberson, après avoir visité tout le bâtiment ainsi que les travaux d'extraction de l'Institut, a félicité la direction de l'INPHB pour le repositionnement de cette école sur le continent. Seydou Koulibaly. Pour sa première sortie hors d'Abidjan, le diplomate français est allé se rendre compte des travaux de réhabilitation et d'extension de l'INPHB. Ces travaux seront financés entièrement par l'État français grâce au CDD, contrat de désendettement et de développement dont bénéficie l'INP depuis plusieurs années. Après avoir visité les différents chantiers, son Excellence Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, se dit satisfait de l'avancée des travaux. C'est de l'argent bien utilisé. Je suis aussi comptable de l'aide de la France. Moi, je suis fier quand elle est utilisée comme ça. Je suis aussi venu regarder le chantier parce que je trouve que c'est aussi le rôle d'un ambassadeur. Je suis aussi fier de la façon dont les travaux avancent. Finalement, la coopération française, elle est là pour aider et surtout, elle est au service des Ivoiriens et des Ivoiriennes selon la vision du président de la République. Ainsi, à travers cette action, l'INP aborde progressivement une nouvelle phase dans son existence après quelques années de difficultés. Cette renaissance est liée en grande partie aux efforts consentis par le gouvernement à travers ses institutions de formation et de recherche. Kofi Nguessan, directeur général de l'INPHB. Notre peuple ambitionne de faire de ce pays un pays émergent. Il va falloir davantage d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, de managers pour que les entreprises puissent rayonner, puissent travailler efficacement. L'INP s'inscrit dans ce processus. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une extension réussie, il y ait une qualité de formation ici sur ce site au bénéfice de la Côte d'Ivoire et de la région africaine. Bâti sur 1000 hectares, l'INP accueille aujourd'hui sur son campus ici à Yamoussoukro un peu plus de 3000 étudiants inscrits dans diverses filières. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Alliance séculaire Agni Baoulé, quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? C'est autour de ce thème que sera bientôt célébrée la 5e édition de Pakinou Bélier 2018. C'est un rendez-vous de promotion culturelle et touristique avec à la clé le renforcement de la cohésion sociale des populations ivoiriennes. Pour cette édition, ce sont les régions du Sud Comoé, de l'Indéné-Djuablin et du Moronou qui seront à l'honneur. C'est ce que nous dit l'initiateur de l'événement, le ministre d'État, Jeannot Kouadio-Aousso. Ces moments de convergence, ces moments de retrouvailles doivent être mis à profit pour créer la cohésion sociale, créer la paix. Voici les motivations essentielles de Pakinou. L'année dernière, nous avons reçu l'ancien président du Burundi. Et cette année au lancement, nous avons le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal. Certainement, le 14 ou le 15 avril, nous verrons le président Macky Sall venir en Côte d'Ivoire pour célébrer Pakinou avec nous. C'est ensemble dans la cohésion, ensemble dans l'union, créons des espaces de convergence, des espaces d'union. Évitons tout ce qui peut nous diviser. La Côte d'Ivoire aspire à être un grand pays. Le renforcement de la cohésion sociale, on en parle également à Mans. L'ONG Verbatim initie depuis 3 jours un atelier en vue de faire comprendre aux participants issus des couches socio-professionnelles de la région du Tonkoui comment la cohésion sociale durable peut prévenir les conflits identitaires. Il s'agissait surtout de mettre l'accent sur les mots qui mettent à mal l'unité dans l'ouest du pays. Gervais Kossi. La cohésion sociale et la consolidation du tissu social demeurent l'une des priorités de l'État ivoirien et ses partenaires, au nombre desquels l'ONG Verbatims. Cette organisation belge qui a pour credo la formation et l'appui pour la prévention des conflits identitaires a convié toutes les couches sociales du département du Mans pour des échanges. Il ressort des différentes communications et interventions qu'un mécanisme doit être trouvé en vue d'insérer les jeunes dans le tissu socio-professionnel, car un jeune sans emploi oisif représente un danger. Ce dernier étant facilement manipulable par des mains obscures. En outre, la sensibilisation sans cesse sur les affres des conflits doivent être quasi permanente dans nos différentes contrées, tout en prêchant l'amour de l'un envers l'autre, quelles que soient nos différences. Jean Bousson, chargé des programmes et relations publiques à l'ONG Verbatims. L'ONG Verbatims qui fait la prévention et la gestion des conflits identitaires a mené des activités depuis 2014-2015 dans la région pour renforcer la cohésion sociale et revient 2 ans plus tard
pour pouvoir consolider les acquis des actions menées, mais également réorienter les jeunes vers des solutions durables. L'objectif recherché, c'est de pouvoir renforcer les capacités des jeunes, surtout vulnérables, afin que nous puissions préserver une paix durable. Il faut noter que ce sont plusieurs ateliers de ce genre qui se tiennent sur tout le territoire national avec le soutien de l'UNICEF et l'Union européenne. Les conclusions des travaux seront rendues publiques dans les jours à venir. Gervais Kwasi, Man Radio Côte d'Ivoire. La régionale. La régionale de ce jour nous conduit au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Tangafla, où le problème d'eau se pose avec acuité. C'est Kwasi. Tangafla est un gros village situé dans la sous-préfecture de Niofouin, département de Korogo. Malheureusement, malgré la taille de Tangafla et la densité de sa population, une seule pompe hydraulique villageoise alimente les foyers de cette localité. Le témoignage des populations se passe de commentaires. Tangafla, c'est un gros village et on n'a pas assez de pompes. Nous, on a un gros problème d'eau. On est obligé d'aller au Marigot et là-bas, l'eau aussi n'est pas potable. On est opposé à de nombreuses maladies. Cette pomme n'a jamais taré, seulement comme on est beaucoup, elle finit par tomber régulièrement en panne. Koulibaly Alassane. Je suis quitté à Souka pour venir chercher l'eau à Tangafla parce qu'il n'y a pas l'eau chez nous. C'est à la Tangafla seulement qu'il y a une pompe. L'école de ce village accueille environ 370 élèves. Le repas des enfants se prépare quasiment au soleil. Lorsqu'on ajoute à cela les gymnastiques pour aller chercher de l'eau à plus de 500 mètres de là, Kone Mariam revient fraîchement de la pompe. Bientôt, il sera midi. Je prépare soja, aéré, il n'y a pas cuisine. Puis il y a soleil, moi-même je suis fatigué. Il n'y a pas d'eau à l'école. Je prends bidon, je vais puiser l'eau pour la pompe. Jusqu'en ville là-bas, c'est loin même. Même à la maison là-même, il n'y a pas l'eau. Moi, je ne gagne pas l'eau. C'est difficile trop même. Même à la maison là, pour laver habiller là même, c'est problème. Vraiment, venez m'aider, on a envoyé la pompe à l'école. C'est la seule pompe du village et nous sommes très nombreux. Dans peu de temps, tu verras les élèves arriver. Le mieux, c'est qu'il y ait une pompe à l'école pour nos enfants. Et nous, on va continuer à se battre ici. Koundieneta Soro est enseignante dans ce groupe scolaire. Chaque jour, c'est avec le cœur étreint qu'elle observe de sa classe la cantinière se débattre pour faire à manger aux tout petits. Vraiment, c'est un grand problème à Tangafla. C'est pas facile. On est obligé d'aller dans les marigots, aller chercher de l'eau. Nous avons le goudron qui traverse le village. Les enfants même, au niveau de la cantine, ils sont obligés d'aller chercher l'eau, traverser le goudron, aller chercher l'eau. Nous même là, on veut qu'il y ait une pompe au sein de l'école. Vraiment, ça pourra faire que les enfants vont rester au sein de l'école. Ça a servi même à la cantinière. Nous-mêmes enseignants, ça va nous arranger aussi. À l'école, les élèves, quant à eux, ont confié leur sort à leur directeur. Kone Lanzeni lance un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes en la matière dans la région du Poro. Les élèves viennent du village Tangafla et des villages environnants. Issoufka, Ogari, Djougoublé. Les enfants sont obligés de traverser le goudron pour aller chercher de l'eau de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de pompe au sein de l'école. C'est un souci majeur. À ce titre-là, un appel aux uns et aux autres afin de nous aider à acquérir une pompe au sein de l'école, ce qui éviterait les enfants à traverser la voie pour aller s'approvisionner en eau de l'autre côté. Je demanderai aux autorités politiques et administratives de venir aider Tangafla. L'eau, nous sommes unanimes, est source de vie. Malheureusement, les élèves de Tangafla n'en possèdent pas abondamment pour leur épanouissement à l'école. Imaginons un seul instant l'unique pompe hydraulique de Tangafla hors usage. Quel sera le sort des élèves de Tangafla? C'est maintenant qu'il faut décider. À lundi prochain pour une autre question d'actualité dans le Nord. Le dialogue de la dernière chance pour sortir le Togo de sa crise s'ouvre ce lundi, au moment où le président Faure Gnassingbé fait face depuis 6 mois à une très forte contestation populaire. Pouvoir et opposition doivent s'asseoir autour d'une même table pour sortir le pays de cette situation d'instabilité. Un dialogue qui s'ouvre sur fond de méfiance. Le chef de file de l'Alliance nationale pour le changement dit vouloir éviter toute mascarade de dialogue. Jean-Pierre Fabre maintient toujours sa position, celle de la libération de toutes les personnes détenues avant toute discussion.
Au Soudan, plusieurs militants ont été libérés hier. Ils avaient été arrêtés le mois dernier lors des manifestations de protestation contre la hausse des prix. Leur libération intervient 3 jours après que l'ambassade des États-Unis à Khartoum a condamné la détention de ces militants, dont des figures de l'opposition. Ces personnes, selon Washington, étaient détenues dans des conditions inhumaines et dégradantes. Le dossier du jour. Le dossier ouvre une lucarne sur la corruption au milieu scolaire qui constitue un frein de développement d'un pays. Le phénomène prend de l'ampleur à Bouaké. Patrick Nguessin-Mboa. La corruption est un comportement répréhensible par lequel une personne sollicite, agrée ou accepte un don en vue d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Ce phénomène est beaucoup récurrent en milieu scolaire où certains élèves, parents d'élèves et enseignants s'y adonnent à cœur joie. Mais qu'en pense-t-il? Koulibaly Suleiman, chef d'établissement à Bouaké, déplore cette attitude. La corruption en milieu scolaire a plusieurs facettes, plusieurs formes. D'abord, pendant l'année scolaire, certains enfants, certains élèves essaient d'approcher certains enseignants pour leur remettre de l'argent afin d'avoir de bonnes notes. Donc ça, c'est un commerce qui existe effectivement dans le milieu scolaire. Deuxième chose, c'est pendant les examens, au baccalauréat ou au BEPC, puisqu'il y a les oraux, et les enfants également s'apprêtent, mais avec la bénédiction de certains interrogateurs, ce sont des pratiques qui ont effectivement cours dans le milieu scolaire. Quant à Adengra Jean-Marc, élève en classe de première dans un lycée de Bouaké, il soutient que la corruption est un obstacle à la réussite scolaire. Si nous utilisons la corruption pour avancer, il y aura des obstacles dans l'avenir. Parce que la corruption est un facteur qui détruit la réussite scolaire. Pour Sanogo Alexandre, professeur de français dans un lycée de la place, la corruption rend les élèves paresseux. À mon avis, la corruption, vraiment, c'est dégradant pour le système scolaire ivoirien parce que les enfants ne se fatiguent plus pour étudier. Sur la question, les avis divergent. C'est le cas de Aka Martial et de Boti, tous deux élèves en classe de terminale. Selon moi, la corruption est une bonne chose parce que quand tu ne bosses pas, tu peux rentrer dans la corruption pour avoir des bonnes notes. Si tu n'as pas de bonnes moyens, tu peux voir un prof lui donner un peu d'argent pour qu'il augmente ta moyenne. Pour moi, la corruption au milieu scolaire, ce n'est pas une bonne chose. On a remarqué que souvent, lorsque nous allons comme cela à l'examen, il y a certains élèves qui s'apprêtent par conséquent, puisqu'ils ne sont pas assez forts. Donc ils se disent que moi, je vais à l'examen avec l'aide des surveillants. La corruption en milieu scolaire constitue un frein à l'accès à une formation de qualité et impacte négativement l'éclosion d'une génération prête à relever les défis futurs. Patrick Nguessin-Mboa, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. La corruption en milieu scolaire, le phénomène prend de l'ampleur à Bouaké. C'était le dossier de Patrick Nguessin-Mboa. Fin de ce journal, le rappel des titres. Évaluation des politiques publiques. La députée a instruit sur la gestion axée sur les résultats du développement. Formation initiée par le réseau des parlementaires africains et ONU Femmes. Le rôle de la radio dans la lutte contre l'immigration clandestine. Les radios du Haut-Sassandra proposent des pistes pour enrayer ce phénomène. Et puis au Togo, l'opposition brandit la carte de méfiance. Elle demande des mesures d'apaisement avant toute discussion avec le pouvoir. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. Merci de votre attention. Avant la chronique des sports de Konaté Idriss, notre invité ce midi est le coordonnateur du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, Konan Kwasi Clovis, interrogé par Kadi Diabaté Naounou. L'invité du jour. Monsieur Konan Kwasi Clovis, bonjour. Bonjour madame. C'est quoi le PASSE? C'est le projet qui est né de la volonté du gouvernement ivoirien et de la Banque mondiale de renforcer, d'améliorer la performance du système de santé ivoirien. Qu'est-ce qui a, suscité cette création? En 2011-2012, le constat que le gouvernement ivoirien a fait, c'est que le système de santé ivoirien a souffert de 2 à 3 décennies de sous-investissement et de toutes les crises qui ont secoué ce pays. Il fallait mobiliser autant de ressources que nécessaire pour remettre
remettre ce système à flot pour le bien-être des populations vivant sur le territoire ivoirien. Et donc, en complément des ressources de l'État, la Banque mondiale a décidé d'accompagner cet effort exceptionnel du gouvernement ivoirien. Et donc, c'est dans ce cadre que la Banque mondiale a mobilisé 70 millions de dollars. Le gouvernement ivoirien, de son côté, a mobilisé 7 millions de dollars, donc pour un total de 77 millions de dollars pour conduire une expérience de renforcement du système de santé pour une durée de 5 ans. Donc 2015-2020. Nous sommes en 2018, vous avez commencé en 2015. Quel bilan peut-on faire de vos activités? Nous sommes aujourd'hui, début 2018, dans ce qu'on appelle le processus à mi-parcours du projet. Et donc, il est bon de rappeler que ce projet est structuré en 2 axes majeurs. Il y a un axe qui concerne l'expérience pilote d'une approche de contractualisation des centres de santé axé sur les résultats. Et la performance, il y a l'autre composante traditionnelle de renforcement du système de santé en termes de renforcement du plateau technique, donc réhabilitation et équipement, en termes de renforcement de l'information sanitaire pour que le décideur ait la bonne information sur le système de santé pour prendre des décisions, en termes de renforcement de la gestion du système de santé lui-même. À mi-chemin, on a pu expérimenter dans 17 districts sanitaires de Côte d'Ivoire, dont 14 sous financement exclusif de la Banque mondiale et 3 autres districts en collaboration avec le Fonds mondial. On a pu expérimenter sur ces 17 districts, comptant environ 402 centres de santé, cette nouvelle approche contractuelle axée sur les résultats. Donc nous signons avec chaque centre de santé un contrat de performance axé sur les objectifs nationaux de santé publique relativement à la santé de la mère, de l'enfant, du jeune enfant, de la population et sur les principales maladies qui impactent notre système de santé. Donc, sur la base de ce contrat, le personnel de santé est formé. Chaque mois, nous évaluons la mise en œuvre de ce contrat en fonction de son rendement. La contrepartie de ce contrat, c'est la mise à disposition de ressources correspondant à la production de services du centre de santé. Ces ressources sont mises directement à la disposition du centre de santé à travers un compte géré par le ministère de l'économie et des finances à travers des régisseurs dédiés. Donc il n'y a plus de problème de ressources. Donc on a pu expérimenter cette approche-là durant 2 ans dans 402 centres de santé de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Déjà, le point que nous avons fait avec les premiers bénéficiaires, que sont le personnel des centres de santé, nous montre qu'on a une réelle motivation. Les résultats en termes d'analyse des indicateurs du système de santé que nous avons commencé nous montrent que les indicateurs de santé dans ces 402 centres de santé progressent réellement et sont en des tendances d'évolution majeures. Une motivation du personnel de santé liée au fait que ce personnel a eu la capacité d'améliorer ses conditions de travail, de disposer des intrants nécessaires pour l'exercice de sa mission.